Donc, en effet, aujourd'hui, on va parler de human hacking. Comment est-ce qu'on passe de l'exposition en fait à la résilience? Bon, à la base, je vous avais ramené un vrai silex, mais bon, je ne l'ai pas. Alors, entre ces deux objets, il s'est écoulé exactement 200 000 ans. 200 000 ans de géologie, d'ingénierie des matériaux, même de physique quantique. Et pourtant, le cerveau qui tient ces deux objets, le vôtre, le mien, c'est exactement le même. Alors, depuis Homo sapiens sapiens, évidemment qu'on a évolué, mais cette évolution, en fait, elle est lente, très, très, très lente. Et les menaces auxquelles nous devons faire face aujourd'hui, elles n'ont que quelques années. Et c'est exactement en fait, ce qu'un attaquant est en train d'exploiter quelque part, en ce moment même. J'allais vous faire un petit test déjà pour commencer. Alors, il y a deux types de personnes dans cette salle qui vont voir des couleurs différentes. Vous allez voir, regardez un petit peu la salle. Ok, qui voit cette robe blanche et dorée? Levez la main. Voilà. Les autres, vous la voyez bleue et noire, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est intéressant. Alors, quel est le lien avec l'ingénierie sociale? Le lien avec l'ingénierie sociale ici, c'est que justement, en fait, le but d'un attaquant, en fait, c'est de créer, non pas un mensonge, mais de créer une narrative auquel vous allez croire. Et justement, en fait, c'est ce qui s'est passé à Hong Kong l'année dernière, en janvier 2024, 25. Je pense que beaucoup ici ont entendu parler, mais il s'agit en fait de la compagnie Arup. Alors, Arup, qu'est-ce que c'est? Arup, c'est une compagnie londonienne qui a des bureaux à Hong Kong. Le directeur financier de Arup est invité en urgence à une conf call avec tout le board et tous les dirigeants. On lui demande de faire plusieurs virements de plusieurs millions de dollars à différents comptes. Évidemment, donc, il s'exécute et quelques jours après, on se rend compte que toute la conversation était des deepfakes. Tout ça n'était pas réel. Donc 25 millions de dollars envolés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les risques dans ce genre d'attaque, en fait, ils ne sont pas seulement financiers. Évidemment, 25 millions de dollars, c'est énorme. Mais le risque, il est aussi réputationnel. La perte de confiance envers vos clients, par exemple, opérationnel, si le système d'information est coupé complètement ou partiellement, évidemment légal. Quelques chiffres qui sont hyper parlants. Bon, je vous laisse regarder un petit peu. Je pense que celui qui est le plus important pour nous ici, c'est de comprendre en fait que dans plus de 80% des cas, en fait, le facteur humain est lié à cette compromission. Et un autre chiffre qui est absolument capital aussi à avoir en tête, c'est qu'en général, on a à peu près 180 jours, donc 5-6 mois, pour comprendre en fait que quelqu'un était dans nos systèmes. Donc on va parler justement de vraies surfaces d'attaque. Bon, j'ai aussi une question. Dans la salle, qui a sur soi son téléphone professionnel avec un accès à ses mails pro, Teams, Slack, etc. Levez la main. OK. Donc la véritable surface d'attaque, maintenant, elle est clairement humaine. Alors, ce n'est pas une fin en soi, vous allez voir. Bon, déjà, c'est quoi, en fait, le social engineering? Donc, le social engineering, c'est l'art de manipuler un humain pour obtenir ce que l'on veut. Une information, un accès, une action. Donc, on va évidemment agir sur l'environnement pour modifier la perception et la cognition pour, en fait, pousser les gens à agir dans le sens où on veut. Donc, si on revient sur notre pauvre directeur financier de Arup, pourquoi il est tombé dans le piège? Et pourquoi nous tombons d'ailleurs tous dans le piège? Nous avons dans notre cerveau donc deux systèmes. Ces deux systèmes, en fait, c'est Daniel Kahneman qui en parle, qui est un célèbre psychologue. Il a aussi eu un prix Nobel en économie. Donc voilà, on peut être brillant partout apparemment. Donc, système 1, système 2. Le système 1, il est rapide, automatique, intuitif. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est 95% de notre temps, c'est lui qui décide pour nous. Vous n'êtes pas vraiment aux commandes. Et le système 2, lui, il va être lent et il prend énormément d'énergie. Le but des attaquants, justement, c'est d'aller attaquer ce système 1. Et c'est là où on va pouvoir utiliser des biais comme l'urgence, l'autorité, la réciprocité, etc.
Pour aller un petit peu plus loin là-dessus, j'ai envie de vous parler de MICE. MICE, c'est ce que la CIA a mis en place pour comprendre pourquoi les gens trahissaient. Alors, voilà, vous les avez. MICE, c'est argent, donc Money, Ideology, Coercion, IG. Donc, comment est-ce qu'on fait basculer quelqu'un? Ensuite, ils sont allés un peu plus loin avec RASCLS. Voilà, donc réciprocité, autorité, rareté, engagement, sympathie, preuve sociale. Ces principes-là, pour peut-être ceux qui connaissent, c'est aussi les mêmes principes que dont Cialdini parle dans l'art de la persuasion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du coup exactement les mêmes techniques en renseignement ou dans la publicité qu'on va utiliser pour manipuler du coup l'humain, donc le cerveau. Et en fait, dans une entreprise, on va plutôt appeler ça une flatterie, quelqu'un qui ne se sent pas bien dans la boîte, ou un service rendu sans rien. Et c'est comme ça qu'on va arriver à faire basculer la personne sans même qu'elle s'en rende compte. Alors, on va aller un peu plus loin et un peu plus dans le concret, dans le réel. Le but en ingénierie sociale, c'est de trouver la personne qui va me donner le plus facilement l'accès que je cherche. Donc là, je vous ai fait 3 employés, on va dire 3 targets cibles. On va avoir donc Madame Michu, par exemple, voilà, qu'on aime tous, Madame Michu, l'employé ou l'assistante peut-être du CEO. Donc Madame Michu, voilà, elle a accès au système, elle a des routines, elle a peu d'hygiène cyber, elle a aussi une grande présence sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, qui parmi vous a posté une photo de vacances sur Instagram au cours des 12 derniers mois? Vous avez le droit de lever la main. On a... OK. Ensuite, on va avoir, par exemple, le sous-traitant. Le sous-traitant, c'est vraiment un vecteur très, très sous-estimé, en fait, en risque humain. Donc, lui, il a des accès VPN et le plus souvent, en fait, il n'y a pas de training. Donc, clairement, en fait, en général, on ne va pas protéger nos sous-traitants parce qu'on se dit que c'est hors du scope de sécurité. Mais en fait, c'est comme si vous laissiez vraiment une porte de service ouverte sans aucune alarme. Enfin, évidemment, on va aller aussi viser les CEO, les exécutives. Donc les HVTS et les High Value Targets. Eux, c'est super parce qu'ils ont évidemment énormément d'exposition publique. Donc on trouve énormément de données sur eux. Et c'est eux qui aussi prennent les décisions. Qui, dans la salle, a un profil LinkedIn à jour? OK. Donc, concrètement, comment ça se passe? Vous savez qu'en cybersécurité, en fait, on parle de cyber kill chain. Moi, il me semble vraiment important maintenant aussi de parler de human kill chain. Parce que c'est exactement la même chose. C'est comment, du coup, de manière opérationnelle, on peut comprendre l'attaque. Donc, c'est 4 étapes. Évidemment, donc, la reconnaissance. On va voir après plus en profondeur à quoi ça ressemble. La reconnaissance, le ciblage, l'analyse des vulnérabilités. Il y a une petite faute. Et donc, ce n'est pas généré par IA, vous voyez. Et l'exploitation. Vous voyez que, en fait, les 3 premières étapes sont purement humaines et aucun EDR, aucun firewall ne peut le détecter. Excusez-moi. OK. On va se mettre dans la tête d'un attaquant. Première chose qu'on va faire, donc les données sont anonymisées. Première chose que je fais, on va donc identifier un vecteur d'attaque. Bon, évidemment, il y a plein de possibilités. Ici, bon, je pense que la plupart ici connaissent ce site. Notre but, en fait, c'est d'aller trouver les noms de domaine de l'entreprise. Je vais garder mon écran auprès de moi. Hop. Une fois qu'on a identifié en fait ce nom de domaine, on va aller vérifier donc, à quoi ressemble évidemment la page de connexion en interne du site. Et on va faire un petit typo-squatting. Le typo-squatting, je rappelle ce que c'est qu'on va changer un petit détail dans le nom de domaine. Ici, j'ai juste rajouté un petit tiret entre le nom du groupe, groupe. Ça peut être un tiret, un dash, ça peut être un O cyrillique, ça marche très bien avec Google par exemple, etc. Ensuite,
notre boulot, c'est de trouver du coup les adresses email et le modèle des adresses email de l'entreprise. C'est très simple. Donc voilà, il y a toujours le même format. Vous allez voir pourquoi est-ce qu'on fait ça. Ensuite, on va construire du coup une base de données avec les gens qui travaillent dans cette entreprise. Donc LinkedIn ici est vraiment un super vivier, évidemment, puisqu'on est tous dessus. Donc après, très simplement, vous voyez, mais on construit la database avec... donc on a les adresses mail, on a évidemment les fonctions. J'ai tout caché parce qu'il y avait trop d'informations, mais vous voyez à peu près. Ensuite, il nous faut une target. Qui est-ce qu'on va aller attaquer? Là, on a donc Yann, notre CEO de la boîte, et Alexandra, qui est la responsable des RH. Parfait. Avant de créer du coup l'exploitation, on va du coup chercher des informations pour avoir quelque chose de concret et de tangible à donner. Donc vous voyez, hein, mais il y a énormément d'informations sur le web. Donc Papers va nous donner plein de choses juridiques qui peuvent être très utiles, mais LinkedIn, c'est vraiment notre vivier favori parce qu'on a tous les projets en cours, etc. On peut aussi, vous voyez sur la gauche, on peut faire aussi du dorking. C'est donc l'art d'aller trouver sur Google en fait des fichiers. Ici, voilà, on cherche des PDF et souvent, en fait, malheureusement, on tombe sur des choses confidentielles. Donc voilà, on va voir comment est-ce qu'on peut exploiter tout ça. Ici, on va envoyer un mail de la part d'Alexandra, vous vous rappelez, notre responsable RH, à Yann, notre CEO. Donc évidemment, donc là, nous, on a un faux nom de domaine. Donc en fait, on a typo-squatté l'adresse mail de Alexandra en se faisant passer pour elle. Donc voilà, elle lui dit, bon, comme échangé, vous trouverez la nouvelle proposition de grille salariale pour 2026. Voici le lien où vous pouvez aller voir, qui est exactement le même que normalement ce qu'ils utilisent, sauf ce petit tiret qu'on a rajouté. Donc ça paraît hyper legit comme mail. Qu'est-ce qu'on a fait, évidemment? C'est qu'on a créé une fausse page web. Là, vous la voyez. Et donc, il y a juste ce petit tiret groupe.com, en fait, qui change tout. Ce qui va se passer, c'est quand Yann, notre CEO, va se connecter, il va rentrer, en fait, ses credentials sur notre site web. Et, en fait, nous, on va juste tout récupérer. De cette manière, on va pouvoir avoir accès au système d'information. Qu'est-ce qu'on va faire après derrière? Alors, qu'est-ce qu'un attaquant, en tout cas, ferait derrière? Plein de possibilités, hein, soit mouvement latéral, on peut aussi mettre une backdoor, enfin trouver des informations. Voilà. Évidemment, les attaques peuvent être multiples. Vous voyez, c'était quand même assez simple. Hein. Ce qu'on peut faire aussi, c'est tout ce qui est attaque sur info personnelle. Donc voilà, on va rechercher la personne. Ça va être avec rechercher avec Pim Eyes, par exemple, pour retrouver en fait les visages. Ça va être aussi pivoter sur les numéros de téléphone, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un grand jeu. Ça, c'est la partie légale de l'OSINT et de l'ingénierie sociale, mais évidemment, les attaquants ne jouent pas avec la légalité. Pourquoi s'empêcher d'aller s'occuper des bases, des data leaks? Vous avez vu, hein, on en a toutes les semaines, quoi. Ces data leaks, en fait, c'est tellement simple de l'utiliser. Je vous montre à quoi ça ressemble en fait finalement à l'intérieur. On va avoir les prénoms, les adresses physiques, hein, les dates de naissance, je peux même les IBAN, vos plaques d'immatriculation, facile de retrouver évidemment vos maris, vos femmes, vos enfants, puisque vous portez le même nom, par rapport à une adresse commune. Et ça, c'est en quelques minutes possible. Et il faut en avoir conscience. Donc voilà, des potentiels vecteurs d'attaque, il y en a plein, évidemment. Mais voilà, intrusion physique au domicile ou compromission en effet des accès professionnels, chantage, influence. Et on a vu ces dernières années se multiplier en fait des kidnappings, par exemple dans les crypto-monnaies. Donc le patron de Ledger qui s'est fait carrément couper un doigt et la fille d'un autre PDG qui a failli être kidnappée en plein Paris. Et pourquoi et comment? Parce qu'en fait, on peut trouver toutes ces données partout. C'est accessible partout. Il suffit en fait juste de regarder là où il faut. Alors, du coup, on va parler de human risk, parce que c'est exactement ça. Comment est-ce qu'on peut traiter le risque humain avec le même sérieux que le risque technique? En premier lieu, en fait, déjà, moi, là, aujourd'hui, j'ai récupéré plein d'informations sur vous.
en fait. Vous m'avez dit qui, dans cette salle, avait un téléphone portable avec vos accès professionnels. Vous m'avez aussi dit quand est-ce que vous postiez sur Instagram, quand est-ce que vous n'étiez pas, quand est-ce que vous avez des absences physiques. Je sais aussi que vous avez des profils LinkedIn à jour. Donc, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait? La semaine dernière, j'étais à Londres et j'ai assisté à une conférence sur le Human Risk Management. C'est une volonté opérationnelle de mettre maintenant du management sur le risque humain. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, ce n'est pas juste de créer des modules de e-learning où on coche simplement une case. Non, c'est comment est-ce qu'on crée une culture de sécurité au sein de l'entreprise. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une grande différence entre la conformité et la maturité. Parce que la mise en conformité, elle va nous protéger évidemment juridiquement, avec nos assurances, mais la maturité, la montée en maturité, elle, va nous protéger opérationnellement. Pour savoir un peu où vous en êtes dans vos entreprises, ou même individuellement, moi j'ai mis en place un escalier de maturité. Il va d'abord passer par la conscience. En fait, comme un peu aujourd'hui, maintenant vous savez que le risque existe. Mais vous ne savez toujours pas où vous êtes exposé. Enfin, il y a après la visibilité. On va exactement essayer de comprendre comment un attaquant vous voit. On va faire un mapping, OSINT, Social Engineering, avec un scoring de comment, où est-ce que vous en êtes. Ensuite, le but, c'est d'aller plus loin et de construire une capacité. Et donc, construire des réflexes opérationnels. Pas seulement des procédures, vraiment, mais des automatismes. De vraiment créer une sécurité cognitive pour résister à ces attaques. Et enfin, évidemment, la résilience, puisque évidemment, les attaques évoluent dans le temps. Et donc, nous devons, en fait, de s'adapter. Moi, dans mon entreprise, c'est exactement mon travail. Mon boulot, en fait, c'est de me mettre à la place des attaquants avant, en fait, qu'ils ne vous attaquent. Et le but n'est seulement pas de tester l'humain, mais bien de lui apprendre, en fait, à résister. Et c'est ce qu'on fait chez Human Factor. En fait, on accompagne beaucoup plutôt les dirigeants, le top management, mais aussi les particuliers, les VIP, pour comprendre, en fait, où sont leurs failles. Et ensuite, les former à résister. Alors, je ne pouvais pas parler de l'ingénierie sociale sans parler évidemment de l'IA. L'IA, en fait, elle industrialise la menace en termes de coûts, évidemment, en termes de capacité, en termes de réalisme. Le problème aujourd'hui, en fait, avec l'IA, c'est qu'on on ne peut plus en fait croire dans ce qu'on voit. Je vois les mecs qui sourient en mode « Ah, elle est belle !» Non, c'est pas votre genre. Donc on ne peut plus croire en ce qu'on voit. On ne peut plus croire non plus en ce que l'on entend. On ne peut plus non plus croire donc en l'autorité. Et on voit en fait que ces menaces sur le cognitif sont exploitables finalement maintenant à grande échelle. Le problème, c'est que c'est exactement les mêmes mécanismes en fait, qu'on utilise pour manipuler les sociétés entières. Et c'est là où c'est intéressant, puisque la cybersécurité n'est plus une affaire seulement en fait, technologique, mais bien sociétale, démocratique et donc politique. Et on est tous sur ce champ de bataille. OK. Pour conclure, on dit beaucoup en France que le problème est entre le clavier et la chaise. Évidemment, je ne suis pas d'accord. En fait, cette culture de cette sécurité négative, c'est vraiment être dans une posture de la peur de cliquer, la peur d'être le maillon faible, la honte aussi, finalement, d'être le maillon faible. Et justement, il y a quelque chose à construire qui est différent, c'est construire une sécurité donc positive. La sécurité positive, c'est être capable de répondre. La sécurité négative, c'est ne pas faire d'erreur. Et au final, vous voyez, en fait, dans les questions que je vous ai posées tout à l'heure, la reconnaissance que j'ai faite comme ça de la salle,
finalement, aucun firewall, aucun EDR, aucun SIEM n'aurait jamais pu remarquer et avoir n'importe quelle alerte sur ce qui vient de se passer. Par contre, vous auriez pu résister. Vous auriez pu ne pas répondre. Et c'est bien là, en fait. Donc, en effet, le problème est humain, mais la solution l'est aussi. Et vraiment, pour finir, une entreprise, en fait, qui a peur, c'est une entreprise qui va faire attention. D'accord. Mais une entreprise qui comprend va justement savoir agir. Et c'est ça qui change tout. Je vous invite à me suivre sur LinkedIn. Vous pouvez y aller, ce n'est pas un faux QR code. N'hésitez pas à venir me parler par message, en vrai, si vous voulez aussi aller beaucoup plus loin sur ces sujets de risque humain, de sécurité cognitive et donc de protection de nos dirigeants. Merci à tous. Merci Yona Bentabed, merci. Il nous reste un petit peu de temps pour des questions. Si vous souhaitez évoquer, échanger, hein, d'accord, quelques questions. Oui. Bonjour. Je crois que ça marche, ouais. Okay. Vous parlez des informations personnelles des personnes, mais avec la fuite des données, il y a aussi l'historique des informations. Par exemple, là vous parliez des kidnappings et autres, mais on a vu aussi également des personnes qui sont fait kidnapper pour des crypto-wallets, parce que le précédent habitant possédait. Donc non seulement il y a les données personnelles aujourd'hui, mais il y a aussi potentiellement les données dérivées ou historiques qu'il faut aussi assurer derrière. Ouais. Vous avez des moyens aujourd'hui qui seraient plus que de la recherche poussée et spécifique pour sensibiliser ces données-là aux dirigeants et aux VIP? Le premier but déjà, c'est de connaître, savoir que ces données existent en fait. Parce que quand on sait du coup où sont les failles, on peut évidemment agir dessus et avoir une mitigation en fait sur ces risques. C'est la première chose. Après les fuites de données, maintenant une fois qu'elles sont là, elles sont là quoi. Et il n'y a pas grand-chose à faire, elles sont dans la nature et il n'y a pas d'outils magiques pour supprimer ces données quoi. Donc justement, c'est aussi en amont, avoir une très bonne hygiène cyber. Bon après, même avec une bonne hygiène cyber, c'est quelque chose du coup de collectif et de sociétal qu'il faut mettre en place, à l'évidence. Donc, si ça peut répondre à la question. Est-ce qu'on a encore une question ? Est-ce qu'on vous retrouve quelque part sur le salon pour échanger par la suite, hein, Yona ? Je me balade dans le salon, donc n'hésitez pas à venir me voir. J'ai une autre conférence jeudi au Grand Théâtre. Donc voilà, venez nombreux. Je sais que le jeudi matin, c'est la journée qui pique un petit peu au FIC, mais on sera fort. Profitez bien en tout cas. Merci encore, on peut saluer bien sûr cette présentation. Merci Yona Bentabed, merci encore d'être passé sur l'espace Tech Lab.